Alors, nous nous retrouvons pour cette quatrième partie déjà de vidéo où on va continuer sur ce registre de manipulation, c'est-à-dire en fait créer une diversion pour faire autre chose derrière. Donc vous l'avez vu, augmenter l'âge de la retraite, faire passer ça en catimini, vendre l'or des Français et plein d'autres mesures sans doute qui nous ont échappé. Voilà, donc et je voulais aussi parler de ce processus de manipulation qui a été fomenté, préparé pour mettre en colère les Français aujourd'hui qui perdent complètement, pour certains en tout cas, la raison. Ça je le ressens et on le voit d'ailleurs quand on se balade un petit peu sur les réseaux sociaux, on voit que les gens pètent un plomb parce qu'en fait ils ont accumulé et là on retrouve bien l'accumulation, d'ailleurs avec Mars en Poisson, la colère en fait qui est contenue et qui explose d'un coup en fait comme une cocotte minute quelque part, mais en réalité ça a été voulu. C'est pour ça que les gens qui pensent qu'ils sortent de leur plein gré, effectivement bien sûr que c'est légitime cette colère, mais vous voyez j'avais dressé avant que surviennent ces événements-là, sur les précédentes vidéos, la litanie de toutes les provocations dont moi-même je me suis insurgé et je disais ça va pas le faire parce que les Français vont finir par exploser. Et c'était fait exprès, vous voyez, c'est comme on vous provoque, c'était planifié. Donc je vais vous parler aussi d'une expérience que j'avais ressentie, c'était au lendemain de la présidentielle, ou du moins de la séquence électorale qui avait été très éprouvante, puisque on était sorti d'une séquence où il y avait eu l'affaire Fillon, où les gens étaient à cran, parce que chacun voulait que son parti ou son candidat gagne. Et puis finalement, c'est Emmanuel Macron qui est sorti des urnes, donc beaucoup de gens étaient dépités. Donc vous avez vu, il y avait un taux d'abstention sur le deuxième tour, et surtout sur la législative, qui était assez phénoménal. Donc ça, vous savez que tout ça, pour moi en tout cas, je l'avais anticipé sur le fait que tout est fait pour écarter le peuple, pour le décourager, pour l'écarter des affaires publiques quelque part. Je me souviens encore d'une expression de Michel Sapin sur un plateau de télé qui avait dit carrément: oui, de toute façon, c'est pas si grave que ça, parce qu'il parlait du taux d'abstention, donc c'est vrai que beaucoup de politiques en général s'indignent, mais lui, il avait vendu un peu la mèche, il avait dit, vous savez, il y a des démocraties qui fonctionnent bien avec 50% de taux d'abstention, c'est-à-dire 50% de la population qui est exclue du processus démocratique. Donc pour peu que la démocratie existe réellement, parce qu'on parle vraiment de démocratie représentative, mais c'est pas grave, 50% c'est très faible, et donc il avait l'air finalement, pour une fois, par rapport à d'autres hommes politiques qui les versent à chaque fois des larmes de crocodile, et puis qui en réalité, en leur fort intérieur, sont très contents de voir que le peuple, en fait, ne participe plus. Alors là, c'est vrai que sur cette élection de 2017, il y a beaucoup de gens, en fait, qui se sont mobilisés, et donc, voilà, il y a eu toute une manigance, bien sûr, au niveau médiatique, pour monter en épingle. Vous avez vu que M. Macron, qui n'a jamais eu de mandat, on l'avait dit, ça, tout ça, vous pouvez regarder, on avait anticipé. C'est pour ça qu'il y a des gens, maintenant, je sais, ils s'en offusquent aujourd'hui, mais il faut voir que, si vous voulez, il y a des gens qui avaient lancé l'alerte, et moi, je sais que beaucoup n'écoutaient pas. Et aujourd'hui, on le ressent. On sent que les gens, tout à coup, tombent du cocotier et ils se disent qu'est-ce qui se passe et je suis en colère, etc. Mais ça, c'est pas bon. La colère, bien sûr que la colère est légitime, mais il faut savoir la canaliser pour en faire quelque chose de constructif et pas se jeter dans la gueule du loup, comme je le disais. Et là, c'est ça. Je pourrais vous en citer plein, comme ça, des provocations. Les retraités d'aujourd'hui font partie d'une génération dorée. Et s'ils ont travaillé toute leur vie, ça ne suffit pas comme argument au moment où il faut trouver de l'argent pour renflouer les caisses de l'État. Moi, je suis bien d'accord que c'est indigne qu'un député, un représentant de la République dise ça. Mais c'était fait exprès. Voilà, c'est fait exprès. Plus on rajoute les mesures, il y a eu toute une avalanche pour faire péter un plomb aux Français. Et donc, je vous disais, moi, le ressenti que j'avais au lendemain de cette séquence électorale éprouvante, j'avais regardé une petite émission, mais c'est vrai qu'à l'époque, je jetais un coup d'œil aux médias mainstream, mais là, depuis, maintenant, je regarde, mais alors plus du tout. Ça fait partie justement du processus de boycott aussi, de ne plus leur prêter d'intérêt. Je fais quelques exceptions de temps en temps pour voir comment ils traitent l'actualité, parce que je suis amené, moi, à vous parler, donc je suis bien obligé d'avoir quand même, d'essayer de faire des comparaisons aussi, de pouvoir voilà, vous dire aussi des choses. Et j'avais ressenti en fait que tout était planifié, c'est-à-dire qu'on a fait exprès en fait de décourager les personnes, que les gens sont partis en vacances vexés parce qu'il n'y a pas eu leur candidat qui est sorti des urnes, etc. Et j'avais vu une journaliste que je ne citerai pas, mais qui avait dit « Ah bah ça se réglera de toute façon dans la rue ». Et puis elle avait eu un petit rire narquois, et là j'avais eu un frisson, vous voyez, quelque chose comme un flash un peu qui est passé par moi, où c'est comme si on me disait « Oh là là, ça va se régler dans la rue », donc elle le dit en plus très clairement, donc j'avais mal vécu la chose, et je me suis dit « Ça va mal se passer », donc ça veut dire qu'en fait tout est planifié
à l'avance pour faire sortir les gens de leur gonds. Et c'est vrai qu'à l'époque, les gens prêtaient pas attention, ils étaient partis en vacances, etc. Et moi, je me souviens, j'avais été à pied d'œuvre pour publier une vidéo sur les vaccins. Mais je me souviens que ça n'avait pas eu beaucoup de succès, parce que les gens, de toute façon, étaient fatigués. Et donc, c'est à ce moment-là, au moment où les gens étaient épuisés, que cette mesure sur les 11 vaccins est passée comme une lettre à la poste. Et là, aujourd'hui, les gens, en fait, se mobilisent, mais sur l'essence. Donc, ils ont fait en sorte, vous voyez, que ce soit sur un produit, vous voyez, en fait, très spécifique, qui symbolise beaucoup de choses, qui symbolise tout notre modèle économique, puisque tout notre modèle économique, en fait, repose sur l'essence, sur les hydrocarbures, hein, et toutes les guerres qui sont faites, d'ailleurs, même depuis la Première Guerre mondiale, 1914, c'était déjà, alors il n'y a pas que ça, mais c'était déjà pour le pétrole. Et ça, on ne le dit pas, bien sûr, on a commémoré là, le centenaire. Donc là, je vous renvoie à mes vidéos sur Pluton, et puis surtout à l'excellent documentaire de Michel Colomb, hein, dont le titre est On croit mourir pour la patrie, mais on meurt pour les industriels ». Mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on ne meurt pas. Les gens, on les a envoyés, on leur a fait croire que c'était pour du patriotisme. Vous voyez, on les a mobilisés par rapport à des techniques, à l'époque, qui n'étaient pas aussi sophistiquées qu'aujourd'hui. Les médias, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, mais il y avait des affiches, il y avait... voilà. Et puis, on essayait, si vous voulez, de titiller la fibre patriotique, en faisant croire aussi que l'autre était très 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 méchant, etc. Enfin, en tout cas, ça, c'est les dirigeants des deux côtés, en fait, qui montent les peuples les uns contre les autres, et après, on s'entretue. Donc, vous avez vu, il y a eu des millions de morts, quoi, aujourd'hui, qu'on commémore. Et les personnes, à un moment donné, au départ, ils y allaient la fleur au fusil. C'est-à-dire, comme aujourd'hui, j'entends, oui, révolution, etc., on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, j'ai lu ça sur des commentaires, etc., les gens ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'une révolution, voilà, vous pouvez y perdre la vie. Hein. Il y a des batailles qui sont féroces, et pareil, c'est comme les guerres, c'est la même chose. Donc c'est extrêmement grave, parce que là, après, il y a une escalade, et là, vous retrouvez votre pays sans dessus-dessous. Mais ceux qui tirent les marrons du feu, c'est qui? Ceux qui jouent aux soldats de plomb? C'est les dirigeants. C'est ceux qui sont dans l'ombre, qui tirent les ficelles, comme, voilà, comment dirais-je, là, aujourd'hui, on décore, hein, à peu titre posthume. Et à l'époque, on les a décorés en direct, hein, donc tous les généraux, etc., dont on a le maréchal Pétain à l'époque, etc., qui avaient été décorés, hein, notamment. Il y en a 8, hein, je crois, et puis aujourd'hui, voilà, on parle d'eux comme des gens glorieux, mis à part maréchal Pétain, c'est très particulier, mais sinon, mis à part ça, on les glorifie, alors que les pauvres poilus, eux, ils y ont laissé leur vie, et ils se sont rendus compte, d'ailleurs, hein, quand vous regardez bien, hein, qu'à un moment donné, au départ, ils y allaient avec la testostérone, c'est-à-dire on les pousse, hein, ils y vont avec la fibre patriotique, avec le cœur, comme j'entends aussi, ouais, moi je m'en fous, j'y vais avec le cœur, hein, parce qu'on leur donne du cœur à l'ouvrage, hein, on leur fait croire que l'ennemi en face, etc., il va leur faire la peau, donc on les monte les uns contre les autres, puis une fois qu'ils se sont retrouvés dans les tranchées, là ils ont vite déchanté, ils ont vu que c'était pas du tout ce qu'on leur avait dit. Et puis, ils ont même à un moment donné fraternisé, ça vous vous en souvenez, on en avait déjà parlé, et c'est quelque chose qui est connu, hein, qui est souvent d'ailleurs cité dans les livres d'histoire, hein, c'était autour de 1917, hein, il y a eu beaucoup de scènes de fraternisation entre les Allemands, entre deux coups de canon, parce que les gens en fait se sont rendus compte qu'ils étaient dans la même mélasse, vous voyez, dans la même mouise, mais c'était trop tard, vous voyez, le processus était lancé. Si, imaginons à l'époque, les peuples s'étaient rendus compte. Hein, il s'était dit, moi, de toute façon, parce qu'à l'époque, c'était durement sanctionné, d'ailleurs, hein, quand il a commencé à avoir des mutineries, hein, vous avez vu, c'était durement sanctionné, hein, et comment dirais-je, un déserteur était très mal vu, parce qu'il y a toujours le côté, la fibre patriotique, et surtout, là, on fait marcher la testostérone, on fait marcher le courage, voilà. Mais, bien entendu, qu'il faut être courageux si on se fait attaquer, par exemple, son pays, il faut se battre, mais il faut être sûr qu'on a des dirigeants dignes de ce nom-là. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est des gens, en fait, qui s'en foutent royalement du peuple, et en fait, qui montent toute cette mascarade-là, et par des processus. Donc, je vous disais, ça a commencé comme ça, d'accord, avec des déclarations, là, on peut en faire la litanie, avec ouais, Emmanuel Macron, mais ça, il faut vraiment vous replonger, pour ceux qui découvrent ma vidéo, dans les vidéos précédentes, hein, on a tout décortiqué, où on avait expliqué qu'ils sont en train d'user le moral des gens, et que ça va finir mal, et là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que les gens, ben, voilà, ils pètent un boulon, ils sortent, et voilà, et donc on a pris aussi
On va en parler aussi par rapport à cette égérie, là, cette dame, Jacqueline Moreau, là, tout à coup, qui a fait 5 millions de vues, etc. Donc là aussi, il faut regarder comment ça a été fait, comment c'est monté en épingle, hein, par rapport à des algorithmes. Donc jamais une personne, hein, dans le passé, il y a eu des personnes qui ont manifesté leur colère aussi, hein, sur les 11 vaccins, hein, on a même le professeur Joyeux et le professeur Montagnier qui ont fait plein de tribunes avec des pétitions, etc. Jamais c'est arrivé à ce niveau-là. Et pourtant, il y avait de quoi, parce que là, c'est sur un sujet humain, donc c'est pas sur un sujet de consommation, vous voyez. Et donc là, personne, quoi, vous voyez, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en colère. Mais voilà, les élites, en fait, vous amènent à vous mettre en colère sur un dilemme, sur un produit, sur tout un modèle, en fait, économique. C'est comme si, en fait, quand les gens vont manifester, même si eux, bien sûr, s'en défendent, c'est comme si, en fait, vous validiez le système dans lequel on est, quelque part, vous voyez. C'est comme si vous validiez le fait que, non, non, moi, je veux garder le système avec l'essence, avec le modèle, avec le pétrole, etc. Et bien sûr, il y en a d'autres, hein, qui vont dire, ben non... Mais non, puisque le gouvernement prend des mesures justement pour dissuader les gens d'utiliser le pétrole. Mais c'est là toute la subtilité justement. C'est pour que les gens en fait valident ça. À la limite, après le gouvernement, il pourrait très bien reculer un petit peu, dire bon, ok, on va reculer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va exploiter le gaz de schiste, par exemple, les gaz et pétroles de schiste, qui sont en abondance apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre en France. Et dans ces cas-là, eh ben, on exploite le gaz de schiste. Or là, les mouvements écologistes, etc., ben, ils vont devoir se taire, justement, parce qu'on les met face à une fronde, face à une colère monumentale, et on met les gens devant le fait accompli en leur disant, ben voilà, le marché est tel qu'il est, on ne peut pas faire autrement, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on peut, vous voyez, c'est-à-dire on vous fait fabriquer le consentement pour prolonger, en fait, un modèle qui nous mène au chaos, quoi. C'est pour ça que moi je prône, et je vais y revenir en plus longuement, et vous verrez que je vais vous passer une vidéo aussi de personnes, hein, qui sont aussi en colère, hein, que vous, hein, faut pas croire. Moi je suis aussi en colère, si vous saviez, mais il faut être, comment dirais-je, posé, et ça sert à rien d'aller se jeter dans la gueule du loup, et en plus d'aller finalement bloquer en fait des rues, des avenues, des autoroutes, des péages, des choses comme ça qui vont bloquer tout le pays, qui vont nous mettre dans la mouise, qui vont mettre les gens dans la galère, dans une galère monumentale, puisque si demain matin il n'y a plus d'approvisionnement, etc., là les gens vont, vous voyez, ils ont testé, hein, d'ailleurs, au travers des jeux de télé-réalité, vous croyez quoi? Quand on voit les jeux comme koh on voit les bas instincts qui remontent à la surface de gens civilisés, quand ils commencent à plus avoir à manger, vous avez vu après comment ils se tapent dessus, comment... hein, donc voilà, les gens sont conditionnés comme ça. Vous savez, tout est lié, hein, le système de divertissement qui nous est pondu, c'est aussi ça aussi. Vous voyez, c'est un système, d'ailleurs, qui ne valorise pas toujours les plus justes, les causes les plus nobles, les gens les plus dignes. C'est toujours les gens qui sont désinvoltes, les tricheurs, hein, les gens qui font de la stratégie, de la manipulation. Donc vous voyez, en fait, tout est orchestré, hein, de toutes parts pour vous conditionner, pour créer en fait des réflexes pavloviens pour que vous agissiez, qu'on appuie sur un bouton et on agit exactement comme on voudrait que vous agissiez. Voilà un petit peu le processus et on va poursuivre un petit peu sur ce dossier-là parce qu'il y aurait encore énormément de choses à dire. On va d'abord par contre faire un point cette fois-ci historique aussi pour revenir, hein, sur le côté plus je dirais astrologique aussi, hein, toujours pour relier en fait, hein, les propos que je vous tiens avec justement donc la sémantique astrologique qui viennent conforter, qui viennent appuyer le raisonnement, donc qui vient d'un raisonnement logique, hein, que monsieur et madame tout le monde peut avoir, mais également d'une forme d'intuition aussi, mais qu'on vient aussi, comme je dis toujours, par rapport aux vidéos que je fais, hein, qui viennent se corroborer. À chaque fois, j'essaie de trouver les éléments qui se corrèlent entre la presse, entre nos intuitions, entre les mouvements célestes, hein, et puis aussi les événements historiques, puisque en fait, les cycles planétaires, hein, se reproduisent, pas exactement à l'identique, mais il y a des cycles en fait qui se reproduisent comme en histoire. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut comprendre, apprendre l'histoire, en tout cas un minimum, pour avoir des fondements, pour avoir du recul aussi sur les événements, pour pouvoir après anticiper le futur. Parce que connaître son passé, c'est aussi connaître, arriver à anticiper sur le futur, parce qu'on dit que l'histoire se répète. Et d'ailleurs, c'est le cas, même dans les destins personnels. Hein, souvent, on répète sans s'en rendre compte les mêmes schémas qui nous mènent des fois dans l'impasse si on ne tire pas les leçons du passé. Or, justement, le but
justement de cette vidéo, ça va être de regarder un petit peu dans l'histoire. Donc je vais essayer quand même de balayer, de ne pas être trop long, sinon ça va être trop redondant, etc. Mais je trouve que c'est quand même des éléments importants à vous délivrer. On va parler de la Révolution française, puisque c'est vrai que souvent on cite en référence, hein, on se dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas une nouvelle révolution française? Donc on va jeter un petit coup d'œil quand même à plus de 200 ans en arrière. Donc c'est vrai que la Révolution française, elle a eu il y a 200 ans, mais elle détermine encore hein, beaucoup d'enjeux hein, de ce 21e siècle. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'à chaque fois, on la cite en référence, et justement, moi j'aimerais un petit peu démystifier, puisqu'en fait, cette révolution-là a eu lieu, donc la Révolution française, en même temps, quelques années après la Révolution américaine. C'était juste après la découverte hein, de la planète Uranus. Donc du 13 mars 1781, quelques années après, donc on a eu la découverte officielle, hein, enfin le 13 mars 1781, on a eu la découverte officielle d'Uranus, et quelques années après, on a eu justement cette révolution française. Et justement, donc Uranus, c'est la planète hein, des révolutions. Donc là, je vous renvoie, hein, pour les gens qui veulent vraiment approfondir hein, sur la sémantique, bon, j'ai fait toute une série de vidéos là-dessus aussi. Donc Uranus symbolise en tout cas l'initiative individuelle, l'esprit d'entreprise, l'indépendance, hein, l'innovation, mais ça renvoie aussi au capitalisme. Hein. D'accord? C'est les capitalistes, et donc qui ont permis, en fait, hein, cette révolution-là, elle a permis de conquérir, c'est vrai, de nouvelles libertés individuelles et d'inventer notamment des machines pour faire un bond en avant assez spectaculaire. Donc ce qu'il faut garder aussi présent à l'esprit, c'est que la Révolution française s'est déroulée, ou en tout cas elle a couché dans une période dans laquelle hein, se mettaient en place des structures économiques, sociales, politiques qui ressemblent finalement assez fidèlement à ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. À la fin du XVIIe siècle, donc qu'on a appelé l'époque des Lumières, etc., hein, était vraiment en effervescence, et il y avait justement ce mode de production capitalistique qui s'était mis en place. Et aujourd'hui, en fait, on retrouve hein, cette forme-là de production capitaliste. Hein. Finalement, on est toujours dans ce système-là, bien entendu revisité à la mode hein, du XXIe siècle. Et à l'époque, en fait, il y avait ce qu'il faut garder à l'esprit, je vais aller vraiment à l'essentiel, c'est qu'on avait en fait une montée des bourgeois hein, qui n'avaient pas le statut, puisqu'on avait l'ancien régime, hein, qui n'avait pas le statut de noble, qui n'avait pas les privilèges des nobles. Hein. On avait, si vous vous souvenez, on avait le clergé, le tiers-état, hein, et la classe nobiliaire. Puis on avait le roi, donc qui était investi de droits divins. Voilà. Hein. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la bourgeoisie ben, était très revendicatrice, puisque pour elle, elle était à l'initiative hein, des mutations économiques, à revendiquer encore plus d'espace de liberté pour justement faire progresser, c'est vrai, le pays, puisqu'elle estimait que les nobles, etc., ben, c'était des rentiers qui vivaient sur le dos des autres, quelque part. Hein, voilà. Et donc, ils réclamaient plus d'égalité, plus de droits individuels, etc. Et donc, la classe nobiliaire faisait barrage, si vous voulez, au capitalisme. Et donc, il y a eu cette révolution donc, qui s'est mise en place, qui a été d'instigation bourgeoise. Avant tout, hein, d'accord? Ça a été une révolution française qui a été d'instigation bourgeoise. D'ailleurs, on retrouve, hein, pendant cette révolution-là qui a été très violente, hein, on retrouve, si on se réfère à Uranus, Uranus égale Uranos, qui est le nom de la divinité grecque, hein, donc qui avait été émasculé par Saturne, alias Chronos. Donc là, on retrouve bien la lame tranchante hein, qui a coupé la tête des nobles pour qu'une autre élite libérale hein, qui réclame en fait sans arrêt, même depuis 250 ans, à chaque fois plus de liberté sans entrave. Si vous regardez bien, à chaque fois c'est toujours ça. À chaque fois on nous dit, hein, c'est le son de cloche qu'on entend toujours, hein, plus de liberté, plus de liberté. Donc c'est vrai que la liberté c'est très bien, c'est une belle valeur, mais comme on dit, elle s'arrête là où commence celle des autres. Et ce qui s'est passé, c'est que donc cette révolution-là qui s'est mise en place hein, dans la douleur. Donc c'est vrai il y a eu de bonnes choses. Hein. Bon, l'État-nation, c'était la naissance de l'État-nation. Hein, il y a eu le système aussi représentatif au niveau électif. Hein, voilà. Mais il y a eu aussi beaucoup de morts. Hein, et souvent, ça a été les pauvres hein, qui ont été mis, qui sont passés beaucoup à la guillotine. Hein. On a eu beaucoup de sans-culottes, beaucoup... Hein, le peuple qui a beaucoup pâti en fait hein, de cette révolution-là. Et en fait, si on regarde bien, 200 ans plus tard, pourtant avec 200 ans de recul, hein, donc il y avait l'instauration de cette démocratie représentative, où d'ailleurs au passage, il y avait peu
À part les paysans qui étaient quand même représentés au moment de la Constituante, les ouvriers, eux, par exemple, eux, ils étaient complètement laissés pour compte. Hein. Il faut savoir que c'est beaucoup, finalement, les bourgeois qui ont tiré les marrons du feu pendant cette révolution-là, et pour cause, puisque c'était eux qui étaient à l'initiative. Et les peuples, eh ben, du coup, a subi, bien sûr, il a essayé de pousser hein, les bourgeois dans le retranchement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se sont retournés contre eux pour, après, bah, les passer à la guillotine, entre autres. Hein. Donc c'est vrai qu'après, avec le recul, on peut se dire qu'il y a eu hein, la déclaration des droits de l'homme, qu'il y a eu des avancées, qu'il y a eu la démocratie représentative, mais on voit bien en fait que c'était un embryon de démocratie, mais qui n'a jamais vraiment été au bout. Aujourd'hui, on n'a pas une démocratie totale, et on voit qu'aussi, entre-temps, la situation en fait hein, des gens de l'époque hein, s'était fortement dégradée, et on le verra après dans d'autres 100 ans, moins de 100 ans plus tard, on verra que la situation était peut-être même encore pire que celle qu'ont vécu en fait hein, les Français de cette époque. Hein. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la population, c'est vrai que depuis peut-être 30-40 ans, pareil, hein, ils étaient pressurisés. Ça faisait des décennies en fait hein, que les prix montaient, le prix du pain, que ben, c'était la faim hein, qui avait conduit les sans-culottes, hein, les Français de l'époque, à justement prendre la Bastille, à prendre les Tuileries, la chute, hein, provoquer la chute de la monarchie le 10 août 1792 par exemple. Hein. Donc il y a eu la mise en place de lois sociales, etc. Mais les Français espéraient hein, que ça allait améliorer, c'est-à-dire en faisant tomber l'ancien régime, ils espéraient que leurs conditions allaient s'améliorer. Mais en réalité, elle ne s'est pas améliorée réellement, quoi. Ce sont, encore une fois, les bourgeois. Donc là, on retrouve Uranus, hein, c'est les bourgeois, c'est-à-dire les détenteurs des capitaux, qui avaient tout en main, qui se sont servis, qui ont, si vous voulez, instrumentalisé, hein, clairement, les petites gens, hein, voilà, et qu'ils n'ont fait aucune concession aux travailleurs, qui étaient hors jeu. Hein, et ces derniers, en fait, ils ont essayé, ils ont vu, en fait, que, si vous voulez, les intérêts entre les prolétaires et les détenteurs du capital, à l'époque, déjà, ils n'étaient pas conciliables. Donc, on avait déjà le petit début, c'est ce qu'on a appelé la lutte des classes. C'était pas encore tout à fait ça, mais on avait déjà cette première, on va dire, incursion, quoi, dans ce qui allait après devenir hein, la lutte des classes. D'ailleurs, il y a de nombreux historiens, ou en tout cas certains qui sont peut-être un petit peu en marge hein, de la doxa officielle, ce qui est énoncé, ce qui est appris à l'école. Hein, il y a eu des historiens qui ont fait différents travaux, justement, qui ont remis en cause hein, l'idée de progrès qui a été apportée par les Lumières. Parce que c'est vrai que quand on cite les philosophes des Lumières, bon, on ne peut pas dire le contraire, c'est vrai qu'ils nous parlent de séparation des pouvoirs, voilà, il y a beaucoup d'idées lumineuses, mais quelque part, c'est le paradoxe, justement, c'est là où on retrouve le paradoxe d'Uranus, c'est qu'elle montre, et c'est par rapport à ces travaux-là de certains historiens, qui montrent au contraire que celle-ci permet en fait l'émergence d'un monde bourgeois et très libéral, opposé, c'est vrai, à une monarchie qui a remis en cause complètement un ordre chrétien, qui est un ordre chrétien qui n'était pas, apparemment, pas autant oppresseur, comme on a pu nous le dire, comme on veut bien nous le faire croire aujourd'hui, et qui était aussi un rempart pour les plus faibles contre les puissants. Donc ça, c'est quelque chose en fait qui est pas trop enseigné, qui est pas du tout relayé par nos médias. À chaque fois, quand on nous parle de la Révolution, donc on a l'impression que voilà, c'était unilatéral, si vous voulez. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus nuancé. Et donc c'est vrai que de ne pas savoir ça, ça empêche de comprendre aussi le monde actuel et de voir que ça se répète sans arrêt en boucle, que c'était une révolution. C'est-à-dire, c'est ce qu'on nous a montré, hein, une révolution de progrès contre l'obscurantisme monarchique. Hein, et en réalité, c'est pas exactement ça, puisqu'on a vu que par la suite, ben, les petits Français, ils étaient tout aussi malheureux, voire plus, si vous voulez. Ils n'ont pas gagné. Hein. Donc là, c'est quelque chose, c'est un enseignement. Quand vous reparlerez maintenant de la Révolution française, eh ben, si on vous parle aujourd'hui de la Révolution jaune, etc., il faut bien réfléchir à ça. Il faut bien voir où sont les enjeux, qui a intérêt. Voilà. Est-ce que le peuple sera gagnant si jamais il y a une révolution? En plus, une révolution qui coûtera très cher dans la vie en fait, hein, de nos compatriotes. Voilà, donc cette révolution, il y a du bon et du moins bon, forcément. Hein. Il y a dans le positif, bah, c'est que ça a amélioré, il y a eu un progrès, un bond en avant, qui nous a permis aussi
voilà, d'avoir aussi ce don qui nous permet de faciliter la vie, on ne va pas le nier. Aussi, sur le plan démocratique, il y a l'idée de séparation des pouvoirs. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait un roi donc, qui pouvait concentrer en une seule main le législatif, le judiciaire, l'exécutif. Et c'est vrai que si vous tombiez sur un roi tyran, parce que c'était de père en fils, donc si le caractère du roi était juste, eh ben, ça allait, on avait un pays qui était bien géré, et puis si voilà, s'il n'était pas bon, le roi, eh ben, ça allait pas, même si certains historiens disent que le roi, en fait, était quand même relativement contrôlé. Voilà. Mais Uranus, bon, sur ce coup-là, en tout cas, a imposé quand même ce libéralisme. C'est un libéralisme quand même à l'anglo-saxonne, puisque Uranus, en fait, la découverte d'Uranus est souvent associée plutôt, ça je l'avais dit dans d'autres vidéos, plutôt à l'émergence des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire à la création, après les 13 colonies, avec la phase de 1776, la déclaration d'indépendance des 13 colonies pour fonder après les États-Unis. Donc là, je vous renvoie aussi à mes vidéos précédentes. Donc là, on retrouve bien ce roi donc, qui a été décapité, dont les Français, quelque part, ils ne se sont jamais remis. Voilà. Et puis on a eu la religion aussi avec, puisqu'il y a eu l'instauration du culte de l'être suprême, qui a mis à mal la foi aussi. Parce que même si, effectivement, le clergé, il y en a qui ont abusé, qui se sont mis plein les poches, ça c'est sûr qu'on ne va pas le nier. Bon, il y a aussi une partie où il y avait une certaine spiritualité qu'il n'y a plus. D'ailleurs, si vous regardez bien aujourd'hui, il y a un déficit, même s'il y a eu l'instauration de la laïcité qui s'est faite dans la douleur. On en reparlera peut-être un jour, un peu plus longuement. Mais voilà, il y a aussi, on voit aujourd'hui un retour où on se rend compte en fait qu'il y a un tout consommation, tout consumériste, tout rationaliste. Il n'y a plus cette foi, cette spiritualité, dont d'ailleurs de plus en plus de Français recommence à retrouver. D'ailleurs, il voudrait retrouver un petit peu ça. Il se raccroche justement aux racines chrétiennes. Et voilà. Et donc, c'est ce que je disais à l'époque. L'ordre chrétien, normalement, était censé protéger aussi les pauvres, les paysans. Et donc, en détruisant cet ordre-là, l'ancien régime, ça a fait voler en éclats tout ça. Et donc voilà un petit peu. Et on pourrait parler aussi, par exemple, de l'instauration de la loi Le Chapelier, du 14 juin 1791, qui interdisait, par exemple, les corporations le droit de se réunir pour tous, sauf les puissants. C'est-à-dire, en fait, les ouvriers, ils ne pouvaient pas créer... vous avez comment dirais-je, les puissants, les bourgeois, d'accord, qui ont pris la place des nobles, qui se constituaient en trust, en club select, de la grande bourgeoisie industrielle, qui avait une entente... ils pouvaient faire une entente monopolistique, par exemple, pour fixer des prix, etc., et pour faire monter les prix, puis pour se gaver, déjà à l'époque, vous voyez, et il y avait la destruction de tout ce qui est corporation, les corporations d'ouvriers, des syndicats, donc qui étaient très importants, qui étaient un des fondements de la société française de l'époque. Donc pour le peuple, vous voyez que tout ça s'est dégradé aussi avec la poussée de la bourgeoisie, qui lorgnait, vous l'avez bien compris, sur les privilèges seigneuriaux, et donc qui a mis beaucoup de gens dans la difficulté, qui a fait monter les prix du pain. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la Révolution française. On va regarder maintenant la carte du ciel aussi pour que vous puissiez voir ce que ça donne sur le plan astrologique. Alors j'ai pu noter en fait que pour les grands mouvements comme ça révolutionnaires, souvent on a le cycle Jupiter-Neptune et souvent Uranus-Pluton. Donc ça, c'est déjà une chose qu'on va retrouver, vous verrez, dans toutes les autres épisodes que j'ai pris. Donc si on prend le thème de la prise de la Bastille, 14 juillet 1789, donc on retrouve un soleil, pouvoir royal en cancer, donc qui symbolise la nation, mais aussi l'ancien régime, puisque le cancer, c'est un signe traditionnaliste, signe du passé, conjonction à Mercure, carré à Neptune, symbole de la foule, et Lune, un symbole du peuple, en bélier, signe guerrier, qui agit justement avec la colère, avec Mars, dans le signe du Gémeaux. Mars qui gouverne le bélier, dont il est le maître, et donc il y a Mercure, donc on voit, donc ça symbolise un petit peu la prise des armes. Ensuite, vous avez le cycle Jupiter-Uranus, la conjonction, donc en Lion. Donc le Lion, c'est le signe de la classe nobiliaire, de roi, le signe qui obtient en fait ses privilèges, qui obtient le sceau de droit divin, d'accord. Et Jupiter, ça incarne aussi la société, la fin
Donc avec Uranus, là on retrouve bien la cassure, la fin de l'absolutisme, donc on coupe, hein, parce que Uranus sectionne, et surtout qu'on a Pluton en face, hein, c'est-à-dire qu'on a Pluton en Verseau. Donc là c'est intéressant aussi à noter, parce que Pluton en Verseau, on va l'avoir dans le futur très proche, hein, à partir de 2023, donc c'est plus très loin. Donc là, Pluton qui revient, qui a fait un tour complet, puisque c'est un astre qui a un cycle extrêmement lent, hein, va revenir finalement dans le signe où il y a eu la Révolution française. Donc déjà, ça c'est déjà un indice, vous voyez, que vraisemblablement il pourrait y avoir, donc ça on l'avait déjà on avait déjà un petit peu dit, hein, il y a déjà beaucoup d'astrologues aussi qui ont le nez dessus, hein, voilà, donc le retour, hein, l'avènement de Pluton en Verseau pourrait créer justement cette révolution, puisque Pluton est en Verseau, le signe qui est gouverné par Uranus. Uranus, tout à l'heure je vous ai dit, hein, c'est justement, ça symbolise aussi la guillotine, ça symbolise, hein, où on coupe la tête, hein, finalement des nobles. Donc là on retrouve bien le cycle Uranus-Pluton avec Jupiter en sus, hein, dans le signe de la classe nobiliaire, hein, justement du lion, quoi, hein. Donc la classe nobiliaire, donc Jupiter d'ailleurs qui symbolise la bourgeoisie, et le lion, hein, qui symbolise aussi l'élite, hein. Donc voilà, donc le peuple en fait, par contre, si vous regardez bien, le peuple, lui, lune, hein, il a eu une opposition à Neptune, d'accord? Et il y a aussi, si vous regardez bien, aussi le soleil, d'accord? Le soleil, donc il y avait un mauvais aspect à Neptune. Donc là, on retrouve en fait finalement la déception, la désillusion aussi, hein. C'est-à-dire que le peuple aussi, il a été sacrifié, hein, avec aussi la duplicité, hein, de Mars, si vous voulez, en Gémeaux, hein, qui fait une chose et son contraire, la thèse, l'antithèse, surtout avec justement Mercure, maître du Gémeaux, qui est en conjonction au Soleil et qu'on retrouve justement face à Neptune, Neptune mensonge. Donc là, vous voyez, Mercure, Neptune, qui ne sont pas en bel aspect. Donc on retrouve en ce moment, hein, si vous replongez, vous repassez la vidéo en arrière, hein, je vous ai dit qu'on avait Neptune en poisson avec Mercure, hein, qui était en mouvement rétrograde ici, hein, d'accord? Donc ensuite on a Vénus, Jupiter. Vénus et Jupiter nous parlent d'argent, de richesse. Et on voit bien que Vénus est maître de la balance, un signe de la justice sociale, où on retrouve Neptune, marée humaine, un populaire qui est floué, si vous voulez, qui ne retrouvera pas en fait le partage de ces richesses-là. On a donc ce cycle Jupiter-Uranus, qui est le même, ceux qui m'ont suivi sur tout le volet sur le krach boursier, hein, on a trusté en fait quelque part l'or du royaume, puisque d'ailleurs le roi, souvent, bon, ben, si on prend par exemple Louis XIV, hein, Louis XIV, ou même tous les rois en règle générale, hein, ils aiment bien comme ça se draper de symbolisme, hein, qui rappelle l'or, hein, justement l'or, qui brille, la royauté, vous voyez, la noblesse. Donc, et d'ailleurs, à l'époque, on payait avec des pièces d'or, et ils mettaient beaucoup de dorures, hein, aussi quand ils construisaient les châteaux, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que donc là, il y a eu en fait le Uranus qui est venu prendre, hein, avec Pluton en opposition, qui est venu prendre finalement l'or, hein, des Français, l'or du royaume, les richesses du royaume. C'est les capitalistes qui ont pris à la place, ils ont remplacé l'or par la monnaie papier, les assignats, si vous vous souvenez, hein. Alors maintenant, on va parler d'une autre révolution dont on parle très peu finalement dans les livres d'histoire, c'est la révolution de 1848. Donc c'est la troisième en réalité révolution française, hein, qui a eu lieu entre le 22 et le 25 février de 1848, et donc qui s'est déroulée après celle de 1830, hein, pour mettre un terme justement à la monarchie de Juillet, et donc de Louis-Philippe, pour proclamer la Deuxième République, hein. Et puis c'est le neveu à l'époque, hein, on l'a dit tout à l'heure dans la précédente vidéo, le neveu de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra le premier président de la Deuxième République, hein, démocratiquement élu le 10 décembre 1848. Par contre, le 2 décembre 1851, hein, il s'emparera, après cette insurrection, donc, qui a mis à mal la fin, qui a mis par terre, hein, cette monarchie, qui a restauré la République pour un temps finalement très limité, puisque 3 ans plus tard, quasiment jour pour jour, hein, vous avez un coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Et c'est là aussi où je voulais en venir, puisqu'on en a déjà parlé, on avait fait l'analogie des cycles planétaires entre notre époque,
d'accord, notre époque contemporaine, l'année 2017-2018, et donc cette époque-là de 1848, on avait fait toute une analogie avec Louis-Napoléon Bonaparte, etc., etc., etc. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, le peuple hein, était vraiment plus misérable, vraiment très, très misérable. Hein. Ils étaient dans des conditions de vie précaires, surexploités par le capitalisme. Hein, ils travaillaient jusqu'à pas d'heure dans des conditions insalubres. Les enfants, ils travaillaient jusqu'à 15 heures hein, par jour. Il y avait le travail des enfants, le travail des femmes. Et donc, on voit bien que la promesse de la Révolution française, donc vous voyez, là, c'est un peu moins de 100 ans après, elle n'a pas tenu toutes ces promesses, puisqu'en fait le peuple était vraiment très 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 pauvre. Hein. D'ailleurs, il est intéressant de noter au passage qu'on a le livre hein, de Victor Hugo écrit un peu plus tard par rapport à cet événement-là, en 1862, Les Misérables nous parle bien de Jean Valjean qui se retrouve au bagne pour avoir volé en 1795, au lendemain de la Révolution, un quignon de pain. Donc là, ça vous rappelle quelque chose, puisque en ce moment, on a eu hein, comme ça des gens qui se sont retrouvés en cabane pour avoir volé des pâtes et du fromage. Il y a certains qui vont dire donc c'est une révolution qui a été ratée, hein, celle de 1848, pour cause qu'elle a été très vite trustée après par justement ce personnage-là historique, qui s'est bien servi voilà, pour pouvoir se hisser justement à la tête de l'État. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des avancées, puisque comme je viens de vous le rappeler, les conditions de vie étaient extrêmement hein, difficiles, puisqu'il y avait la course au profit hein, qui était menée par l'industrie au 19e siècle, hein, conduit par le patronat, qui était amené à exiger des ouvriers un travail toujours plus intense. Hein. On avait en plus eu le développement déjà à l'époque de l'éclairage public avec le gaz, qui permettait d'allonger la journée de travail, et qui pouvait atteindre, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, 15 heures. Les ouvriers, ils avaient droit qu'à une seule journée de repos hebdomadaire, donc il y avait une fatigue permanente avec des risques d'accident. Et c'est vrai que dans le système libéral, eh ben, ce travailleur est considéré comme une marchandise, il est soumis à la loi du marché. Donc voilà, donc on avait déjà à l'époque, hein, vous voyez, il y avait déjà de grosses, grosses, grosses difficultés, et c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques avancées par la suite, puisque pour survivre dans ce milieu du 19e siècle, hein, les ouvriers ont eu l'idée en fait de s'entraider, et ils ont fondé les premières mutuelles. Alors pour être membre, c'est sûr, il fallait payer des cotisations. Hein, il y avait cette mise en commun d'une partie de leurs ressources qui permettait de constituer un fonds de réserve qui pouvait être utilisé pour secourir ceux qui étaient malades, ceux qui étaient accidentés, ceux qui étaient au chômage. Donc là, on retrouve déjà les premiers prémices, si vous voulez, des mutuelles. Vous voyez, donc quand vous voyez que c'est un peu comme la sécurité sociale, quoi. Hein, vraiment, je tire par les cheveux, mais c'est pour vous dire voilà, qu'il y avait déjà les prémices, parce qu'il y avait une prise de conscience à l'époque hein, de la condition déplorable de la classe ouvrière. D'ailleurs, ça a été relaté par Karl Marx hein, quand il y a eu ces événements-là, hein, dans les épisodes du 22 février. Il y avait Karl Marx qui prenait des notes, et puis il a d'ailleurs publié un peu plus tard Le Capital, qu'il a publié hein, la lutte des classes notamment. Donc voilà, donc c'était déjà là le début. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne vous parle pas trop de cette révolution-là, puisque c'est une révolution beaucoup plus déjà prolétarienne. Donc là, vous voyez, l'humanité, bah oui, forcément, il vous titre, hein, c'est une révolution du peuple. Donc voilà, donc je vous invite à lire, c'est déjà beaucoup plus. En tout cas, et ça, vous regardez la littérature, etc., vous verrez, c'est une révolution qui est quand même déjà beaucoup plus populaire. Et là, vous allez voir la carte du ciel. On va essayer de détailler un petit peu, mais je sais qu'on en a déjà parlé brièvement dans d'autres vidéos, pour ceux en tout cas qui me suivent depuis un petit moment. Alors là, on est sur la carte du ciel du 22 février 1848, mais j'espère que vous voyez bien. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu flou. Et donc, en fait, cette révolution-là, elle survient quelques années, 2 ans après hein, l'avènement ou la découverte d'une autre transaturnienne après Uranus. Hein, on retrouve donc le 23 septembre 1846 la découverte officielle donc, de Neptune. Donc justement cette période coïncide avec cette révolution justement beaucoup plus populaire qui remet en cause l'exploitation des détenteurs de l'appareil productif, hein, les capitalistes, c'est-à-dire les uraniens, qui exploitent l'homme hein, en les spoliant et en créant une misère et des conditions sociales, je dirais, encore plus déplorables. Hein. Donc c'est vrai que Neptune renvoie d'ailleurs hein, à la multitude. Donc on le retrouve d'ailleurs en conjonction avec le Soleil qui venait d'entrer en Poisson à l'époque. Hein. Donc il y a cette conjonction-là à Neptune, donc Soleil-Neptune. Donc on retrouve en fait le cycle à nouveau, hein, Jupiter-Neptune, si vous regardez bien.
Et puis on retrouve également le cycle Uranus-Pluton, cette fois-ci, dans le signe du Bélier. Hein. Alors c'est vrai qu'il faut garder aussi à l'esprit que l'ère industrielle, à l'époque, elle s'est mise en place quand on a eu Uranus-Neptune en 1825. On a eu une conjonction ici d'Uranus-Neptune qu'on retrouvera d'ailleurs beaucoup plus tard, à notre époque, dans les années 93. 93, dans les années 90, hein, on a eu le retour, mais vraiment le cycle parfait, exactement à l'identique hein, d'Uranus-Neptune, où on a eu comme si on avait eu un deuxième tour de manivelle, un deuxième bond en avant du libéralisme, puisque en fait, cette période-là correspond à l'ère industrielle, où en fait les artisans devenaient des ouvriers avec un appareil productif qui commençait à se moderniser, etc. Donc c'était la première fois en fait qu'il y a eu, si vous voulez, c'était quelques années avant hein, qu'on découvre Neptune. Donc c'est la première fois en fait qu'il y a eu cette conjonction, mais avec Uranus découvert, si vous voulez. C'est comme si en fait Uranus prenait le pas, d'accord? C'est-à-dire le capitalisme prenait le pas sur sur les prolétaires, vous voyez, puisque Neptune n'était pas encore découverte. Là, il faut vraiment vous replonger sur tout ce qu'on a dit par rapport à la notion, la relation entre la découverte d'une planète, c'est-à-dire la prise de conscience d'une planète, et la révolution que ça la provoque dans le monde entier, hein, quoi, d'accord? Alors, en tout cas, ce qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est que Neptune, donc de cette époque-là, on retrouve aujourd'hui Neptune, hein, pareil, dans la même position. Donc à l'époque, hein, on avait justement, à la faveur de la découverte de Neptune et aussi de la présence de Neptune dans son domicile, avec cette conjonction au poisson, conjonction Soleil-Poisson avec Neptune, hein, on avait cette prise de conscience hein, de la souffrance sociale en fait, qui dépasse les bornes, vous voyez, comme un peu la goutte qui fait déborder le vase, comme aujourd'hui en fait, hein, puisqu'on a aussi Neptune, hein, le poisson. Voilà, en fait, les gens en fait se rendent compte en fait que la misère, elle dépasse en fait le cadre corporatiste et donc ça peut indiquer, si vous voulez, un petit peu aussi le côté illimité hein, de cette misère. Et donc on a le carré, là on avait la conjonction hein, quasiment, enfin en tout cas la présence hein, du duo Saturne-Neptune. Et vous verrez en fait que beaucoup plus tard, à chaque fois, hein, on a eu d'autres révolutions, notamment la révolution bolchevique, hein, qui a eu lieu pour la première fois, je dirais, où là, cette fois-ci, on avait découvert hein, les deux transsaturniennes, quoi. On avait déjà découvert Neptune et Uranus, quoi. Et ça s'est fait hein, plus tard, c'était en 1917, mais c'était en conjonction dans le signe du lion. Tiens, d'ailleurs, encore une fois, le signe de l'absolutisme. D'ailleurs, on a hein, le tsar a dû passer à la casserole et on a eu la révolution bolchevique. Quoi. Voilà, je ne veux pas m'étendre beaucoup plus là-dessus, mais on retrouve en tout cas, vous voyez, à chaque fois, on retrouve hein, ce cycle-là, Jupiter-Neptune et Uranus-Pluton. On fait un bond en avant vraiment spectaculaire et on arrive sur l'année 95 pour vraiment raccrocher avec ce qu'on connaît, nous, au niveau contemporain. Et donc, c'est vrai que c'était, pour ceux en tout cas qui l'ont vécu, moi je m'en souviens, hein, de ces moments de contestation hein, de la réforme Juppé, donc, qui portait essentiellement, entre autres, hein, sur les retraites. Là, je ne vais pas trop m'étaler sur le plan historique, puisque c'est assez récent, vous pouvez le retrouver. Donc c'était du 10 octobre 1995 au 15 décembre pardon, 1995. Donc là, vous notez 15 décembre, toujours un peu avant Noël. Donc cette fois, donc on avait le Premier ministre, hein, Jacques Chirac, qui essaie cette fois en vain de passer une réforme dont personne n'a voulu, et le peuple fut massivement effectivement dans la rue. Et c'est le peuple qui avait gagné cette bataille, puisque le gouvernement en avait fait les frais, et Alain Juppé avait reculé. Alors là, ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, et on va le voir tout de suite sur les cartes du ciel, c'est que Pluton, à l'époque, en fait, amorçait, ou du moins était à la fin du signe du Scorpion, et allait amorcer son transit dans le signe du Sagittaire. Pourquoi j'ai pris cette date-là? Puisque, en fait, c'est la seule fois, enfin, c'est une des fois, en fait, où le gouvernement a reculé sur quelque chose de majeur, en fait, qui nous rappelle hein, des accents d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui aussi, vous avez vu qu'on a fait passer la retraite, hein, je vous ai expliqué ça dans la précédente vidéo, en catimini, pendant que les gens ont les yeux rivés sur les gilets jaunes,
pouf, ils font passer la retraite qui monte à 63 ans. Or, à l'époque, Juppé avait proposé de nombreuses réformes qui étaient en défaveur, justement, des retraites. D'ailleurs, on retrouve bien le cycle Uranus, réforme dans le signe du Capricorne, retraite, d'accord, le signe des seniors. Et donc, aujourd'hui, on a Saturne-Pluton dans le signe du Capricorne, vous voyez. Donc là, on a ce cycle-là, dont je vous ai parlé d'ailleurs tout à l'heure, Uranus-Neptune, hein. Voilà, donc qui était, vous voyez, en dissonance avec le Soleil, c'est-à-dire là on voit la fronde, hein, c'est-à-dire là la contestation populaire. Donc là on retrouve bien la fronde, les deux ensemble, c'est-à-dire Uranus et Neptune, voilà, qui étaient en dissonance par rapport au Soleil, hein. Donc on retrouvait surtout Jupiter en Sagittaire, comme aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui en 2018, le 17, hein, au moment du début de la fronde là, des Gilets jaunes, hein, on a Jupiter, pareil, en Sagittaire. Alors bien entendu, là, on n'a pas Neptune, puisque Neptune, entre-temps, il a progressé, hein, il est venu se mettre en Poisson. Et donc là, on voit que la Lune, le peuple, hein, est en opposition avec Pluton. Donc là, on voit bien aussi que, là, encore une fois, il y avait une manipulation. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est vrai, un recul. Donc les gens, en fait, pensent que c'est grâce à eux, si vous voulez, mais en réalité, à l'époque, cette manifestation-là, en tout cas c'est la lecture que j'en ai, a été orchestrée. Donc toujours c'est Pluton qui a la manœuvre, hein, d'accord, puisque Pluton, vous voyez, utilise le peuple pour mettre en difficulté en fait Alain Juppé, paradoxalement. C'est ça qui est étrange, c'est qu'en fait Juppé il faisait une réforme normalement pour les libéraux quelque part, vous voyez. Donc normalement ils auraient dû être contents, mais non. Justement, en fait, eux, leur but, c'est pour ça que je vous dis, ils sont très très stratèges. C'est plutôt de mettre au pas certains, les dirigeants, si vous voulez, de leur montrer en fait c'est qui le plus fort. C'est nous. C'est-à-dire nous en catimini, donc vous voyez que la Mars est en Scorpion, le signe en fait hein, qui manipule dans l'ombre, hein, qui est caché, tapis dans l'ombre, avec Pluton qui finissait sa course dans le signe du Scorpion, où en fait l'objectif à l'époque, parce qu'eux ils procèdent par étapes, l'objectif c'était vraiment d'abord comment vous dirais-je, de mettre au pas les gouvernements, en fait, hein, d'abord. C'est, vous voyez, d'utiliser le peuple pour que finalement les gouvernements, en fait, aient peur, quoi, quelque part. Vous voyez qu'après, ils se rangent hein, à la doxa, qu'ils arrivent comment dire, à les mater, quelque part. Vous voyez, moi, c'est comme ça, en tout cas, c'est la lecture que j'en ai. Alors c'est vrai que j'aurais pu parler de mai 68, forcément, parce que mai 68, d'ailleurs là j'ai un autre collègue, en fait je vais vous renvoyer à lui, parce qu'il en a très bien parlé, mais moi j'en ai déjà parlé hein, dans une précédente vidéo, donc là je vous renvoie, mais je vais quand même en dire quelques mots. C'est pour ça que je suis passé directement à 1995, parce que souvent aussi les gens vont beaucoup parler de mai 68, ah j'aimerais bien qu'il y ait un nouveau mai 68, d'autant que là on a fêté les 50 ans. Mais là c'est pareil, hein, donc Pluton, donc, qui symbolise le pouvoir caché, c'est-à-dire la plutocratie, la Banque mondiale, donc là était en Scorpion, et donc a continué en fait à l'abri des regards, à prendre le contrôle en fait de l'État français qui avait commencé en fait dès 1969, c'est-à-dire après mai 68, hein, qui a servi en fait à faire partir le général de Gaulle, qui était lui contre la perte de la souveraineté et le cheval de Troie de Washington, hein, les faucons de Washington, via la construction européenne. En fait, la construction européenne, c'était la deuxième phase de la monnaie, le plan Marshall, si vous voulez. On avait le plan Marshall et indexé derrière, adossé, il fallait la construction européenne. D'ailleurs, je dis Monnet, hein, c'est Jean Monnet aussi qui était un agent, et maintenant c'est connu, hein, ça, vous pouvez le retrouver, un agent de la CIA. On sait même combien il a été payé. D'ailleurs, disait Marie-France Garot, hein, dans une grande émission de télévision qui a disparu depuis. Voilà, donc du coup, c'était pour mettre Pompidou à la place, qui, comme Macron, hein, Pompidou qui est passé par une célèbre banque, la même banque que vous connaissez très bien, comme Macron. Donc vous voyez que l'histoire se répète, et là je vous renvoie à mes vidéos sur la synchronicité, Emmanuel Macron, Georges Pompidou, et justement, on a parlé tout à l'heure hein, de Louis-Napoléon Bonaparte. Donc vous voyez qu'il y a un lien avec tout, vous voyez, dans l'histoire, hein, tout a un lien. Et donc là, après, bien sûr, hein, M. Pompidou, donc, qui était assez malade hein, assez rapidement, mais il avait son sous-fifre, hein, son premier ministre, à l'époque, était Valéry Giscard d'Estaing, qui a pondu la loi bancaire du 3 janvier 1973, une loi bancaire donc, qui a mis 100 coups de fusil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu besoin, vous voyez, de sang, de bain de sang, de révolution, de choses comme ça, etc. Hein, dans l'indifférence générale, en tout cas les Français n'étaient pas au courant, il les a mis en esclavage.
par bon, ce système dont j'ai déjà parlé, là pareil, je vous renvoie à d'autres vidéos, sur les intérêts de la dette française qui sont aujourd'hui 45 ans, plus de 45 ans après, abyssaux, et qui font qu'aujourd'hui, eh ben, pour payer ces dettes, on est obligé de vendre, c'est-à-dire que là, on vous impose, c'est-à-dire qu'une fois que le Pluton a pris le contrôle maintenant du Capricorne, eh ben, on vous impose maintenant de vendre les bijoux de famille, donc vous avez vu l'or des Français, hein, les services publics, etc., etc. Hein. D'ailleurs, si vous ne croyez pas ce que je raconte, hein, vous pouvez retrouver les déclarations à l'époque de Daniel Mitterrand, qui déjà demandait à François Mitterrand, à l'époque, un natif du Scorpion, ça je l'avais déjà dit dans les vidéos sur Pluton, mais je le répète, qui était Scorpion ascendant Balance, pourquoi maintenant que tu as le pouvoir, bah, tu fais pas ce que tu avais promis justement en 1980. Et donc François Mitterrand avait déjà répondu qu'il n'avait pas le pouvoir. Hein. En réalité, il n'avait pas la force et le pouvoir d'affronter la Banque mondiale, que c'était le capitalisme libéraliste qui avait gagné. Il avait gagné, lui, un gouvernement, mais pas le pouvoir. Donc vous vous rendez compte déjà. Et pourtant, donc, la réponse venait de celui qu'à l'époque, on dépeignait, enfin les journalistes dépeignaient comme le grand monarque, le sphinx. Alors imaginez aujourd'hui, depuis que Sarkozy, Hollande et Macron, est-ce que vous pensez sincèrement que c'est des vrais présidents? Alors moi je vous le dis, c'est des candidats de télé-réalité tout au plus. Hein, qui a réellement le pouvoir? Donc là, il faut regarder. Vous pouvez regarder après, même il y a des vidéos sur Jacques Attali qui vous dit très bien que ces gens n'ont plus de pouvoir. Ensuite, je vous avais passé d'autres vidéos concernant justement la commissaire européenne là, qui disait clairement que le pouvoir était plus que partagé et que maintenant il va falloir que c'est fini, hein, il n'y a plus de souveraineté française, etc. Vous avez François Hollande hein, qui avait fait sa déclaration le 14 janvier 2012 hein, pour dire ce monde de la finance qui n'a pas de nom, qui n'était pas censé se présenter aux élections, disait Hollande, hein, pour se faire élire, hein, au discours du Bourget le 14 janvier 2012, mais en réalité qui gouverne. Hein, donc là, il avait dit une vérité, mais il avait dit ça pour se faire élire. Après, il avait été rassurer les marchés et Wall Street, pas Wall Street, la City, pardon, à Londres, pour leur dire non, non, vous inquiétez pas, j'ai dit ça juste pour me faire élire. Mais par contre, hein, ce qu'il avait dit était pétri de vérité, quoi. Voilà, donc tout ça, donc ça c'est quelque chose qui est très important à garder à l'esprit pour connaître les enjeux. Donc voilà un petit coup d'œil sur la presse. Donc il y a 6 heures, faits divers, gilets jaunes, des signaux alarmants selon les renseignements, donc vraisemblablement les renseignements généraux. De toute façon, donc cette histoire-là, on sait très bien que malheureusement, cette révolte là, des Gilets jaunes, ça est en train de tourner vraiment. C'est la moutarde hein, qui monte au nez, mais c'est en train de tourner au vinaigre. Hein. Donc là, on se retrouve pour une 5e partie de vidéo où vraiment on va finir. Je vais vous dire pourquoi à nouveau. Hein, je vais encore enfoncer le clou hein, pour vous dire pourquoi c'est une manipulation. Et puis on parlera après surtout des solutions alternatives plutôt que d'aller dans la rue s'exposer.